l'histoire. Les grands portraits sur Europe 1. Et les amoureux de l'art vont être contents. C'est Serge Legat qui est aujourd'hui l'invité de Franck Ferrand. Bonjour Franck. Bonjour à tous. Non seulement Serge est mon invité, mais nous avons choisi pour sujet l'un des plus grands maîtres de la peinture, Francisco Goya. Nous allons nous plonger dans l'histoire espagnole du début du 19e siècle et revivre les événements des 2 et 3 mai 1808 qui devaient inspirer à Goya ses plus célèbres toiles. Europe 1, au cœur de l'histoire. Les grands portraits. Franck Ferrand. El 2 de Mayo. En espagnol, cela signifie le 2 mai. Le 2 mai 1808. Ce jour-là, à Madrid, se soulève le peuple. On peut dire que c'est une révolte terrible contre l'occupant français, contre les troupes de l'empereur Napoléon Ier qui à l'époque règne en maître sur l'Europe. Des paysans, des femmes et des enfants, quelques bourgeois et même des hommes d'église vont se battre pour l'indépendance de leur pays, pour l'Espagne. Cette insurrection héroïque, violente, va être réprimée très durement. Et cette répression restera bien sûr dans les mémoires à jamais d'une certaine manière. Il y a à Madrid une place du 2 de Mayo, il y en a ailleurs évidemment. Et évidemment, le peintre Francisco de Goya va immortaliser cette journée en 2 tableaux. El 2 de Mayo, le 2 mai, et El 3 de Mayo, le 3. Revenons un peu en arrière, si vous voulez, à l'année précédente, en 1807, à l'époque où Napoléon est obsédé littéralement par sa lutte à mort contre l'Angleterre. Il a imposé à l'Europe le blocus continental et il est temps pour lui d'envahir ce qui constitue en quelque sorte la tête de pont des Britanniques en Europe, c'est-à-dire le Portugal. Et pour ça, il lui faut traverser l'Espagne. Il a la possibilité de le faire. Les troupes françaises sont accueillies en Espagne en vertu du traité de Fontainebleau. Elles s'installent dans les forts, aux portes des villes. Le problème, c'est qu'elles ne paraissent pas du tout pressées de partir. Et la population espagnole s'inquiète. La situation commence à poser problème pour la famille royale espagnole. Vous imaginez les jalousies, les rancœurs, les propos souvent assez durs contre ce roi Charles IV, ce roi qui apparaît comme incroyablement incompétent. Charles IV est un Bourbon, c'est le descendant direct de Louis XIV. Il est assez dilettante, il faut bien le dire. Il passe beaucoup de temps à chasser, il s'occupe essentiellement de ses chevaux, un peu comme on avait vu Louis XVI le faire en France. Il s'intéresse beaucoup à des travaux manuels dans ses ateliers, etc. On dit qu'il ne consacre aux affaires de l'État qu'une demi-heure par jour. Et puis, c'est un personnage un peu instable. Vous savez, des accès de violence incroyables. Un jour, il voit sa femme, la reine Marie-Louise, se mettre à rire. Il lui jette littéralement une tasse de chocolat brûlant en pleine figure. Vous voyez, sympathique, le roi Charles IV. Cette pauvre reine, née Marie-Louise de Bourbon-Parme, est assez pathétique, elle aussi, il faut bien le dire. Hein. Vous savez, on la voit beaucoup justement sur les toiles et sur les portraits, on en reparlera tout à l'heure. C'est cette petite femme assez laide, qui n'a plus du tout de dents, qui à 50 ans porte des robes de fillette et qui vit avec ce mari qu'elle n'aime pas à la recherche d'émotions et, disons-le, à la recherche d'amants. Ils sont nombreux à être passés par le lit de la reine. Il y a eu des aristocrates, mais de simples soldats aussi. Il y a eu un certain Luis Godoy qui a envoyé à Marie-Louise son frère Manuel Godoy. Plutôt bel homme. Manuel Godoy est passé en quelques mois du statut d'amant à celui de conseiller et bientôt de Premier ministre. Il est un peu devenu le maître de l'Espagne. Alors évidemment ça fait grincer des dents, tout le monde n'est pas d'accord. Charles IV se laisse faire complètement, mais il a un fils, Ferdinand, le futur Ferdinand VII, qui lui regimbe. Disons qu'à Paris, on méprise pas mal cette famille royale. Napoléon Ier n'a pas vraiment de sympathie pour ces Bourbons, dont il espère très vite annexer le trône.
Et autour de Ferdinand, donc autour du fils du roi, s'agrège tout un noyau d'opposants qui ont l'intention de chasser ce favori, cette espèce de Godoy. Le 17 mars 1808, une foule venue de Madrid et qui est composée en grande partie de proches et de partisans, disons en tout cas de Ferdinand, cette foule prend d'assaut le palais d'Aranjuez, qui est la résidence temporaire de la cour d'Espagne, à une quarantaine de kilomètres de Madrid. L'objectif, c'est de capturer Godoy. Alors il faut voir un peu cette foule qui entre à la nuit tombée, qui fracasse tout, qui repousse les portes, qui brise les meubles, qui brûle tapis et rideaux. On cherche partout Godoy, on ne le trouve pas. Il n'y a que son épouse dans la maison, la petite fille qu'il a eue avec elle. Quant à Godoy, mais où est-il? Eh bien, il est au grenier, figurez-vous. Il s'est caché sous un amas de tapis et de nattes. Il ne fait pas de bruit, Godoy. Pendant ce temps, au Palais Royal, sous la pression de cette foule en colère, le roi Charles IV le démet de ses fonctions. Godoy va rester sous ses tapis, si je puis dire, dans son grenier pendant 36 heures. Il a faim, il a soif. Le 19 mars, quelqu'un finit par le dénoncer. On l'arrête, on le transporte vers une garnison où il est littéralement roué de coups. Et en moins de 2 jours, celui qui contrôlait l'Espagne n'est plus rien. Charles IV, dans la foulée, va abdiquer. Il abdique en faveur de son fils, qui devient donc Ferdinand VII. Godoy va implorer la grâce du nouveau roi. Il est remis aux Français qui sont déjà là à Madrid, parce que le 23 mars, le prince Murat, qui a été nommé par Napoléon Ier lieutenant général et qui commande les soldats de l'armée d'Espagne, Murat arrive à Madrid. Le beau cavalier est entouré d'un état-major de jeunes gens riches qui affichent un luxe inouï, nous dit Alain Decaux. Ses cuirassiers, ses mamelouks font grande impression sur les Madrilènes. Mais quand suit le reste de l'armée française, la mauvaise tenue de celle-ci, les shakos c'est les chapeaux, c'est les couvre-chefs, les shakos trop grands, les guenilles qui tiennent souvent lieu d'uniforme, tout cela provoque le mépris. À ce moment, les Madrilènes pensent que Murat est encore l'allié du nouveau roi, que Napoléon Ier va reconnaître Ferdinand VII comme souverain d'Espagne. En vérité, tout se complique. Murat suit les ordres de Napoléon et il envoie toute la famille royale à Bayonne pour une entrevue dans un premier temps. La confrontation entre Charles IV, Marie-Louise, Ferdinand VII se passe très mal. Charles rétracte son abdication. Il ordonne à son fils de renoncer au trône après l'avoir quand même nommé roi. Ferdinand souligne que s'il abdique à Bayonne, hors d'Espagne, ça voudrait dire qu'il l'a fait sous la contrainte. Charles est furieux. Marie-Louise traite son fils de tête de mule, de cœur de tigre. Le pauvre Ferdinand, si je puis dire, est pris au piège. Il abdique et c'est ce que voulait Napoléon. Parce que pendant ce temps-là, Murat se pavane dans Madrid. On se moque un peu de lui et de ses tenues très voyantes. Vous savez, il a notamment un habit vert pomme qui va le faire surnommer trognon de chou. Mais Murat ne s'en inquiète pas moins. Il sent que les Madrilènes ne l'accueillent pas. Il sait très bien que Napoléon n'a aucune conscience de ce qui est en train de mûrir dans la population madrilène et qui est une sourde révolte. Les Espagnols vont bientôt se soulever et Napoléon va savoir comment leur répondre.
Piano de Beethoven, appelé aussi le concerto empereur sur Europe 1. Aujourd'hui, c'est le peintre Goya qui est à l'honneur. Et en Espagne, il y a une date importante pour Goya, mais aussi pour tous les Espagnols. C'est le 2 mai 1808, Franck Ferrand. Et à 7h du matin, ce 2 mai, devant le Palais Royal, 2 berlines viennent se ranger. L'une d'elles est destinée à l'infant Francisco de Paula, qui ne veut pas partir, qui pleure. Et les madrilènes comprennent que si jamais le dernier membre de la famille royale part rejoindre le reste de sa famille à Bayonne, c'est fini, il faut empêcher ce départ. Il n'y aura bientôt plus de Bourbons en Espagne. Ce serait laisser la place complètement libre aux Français. Et là, la foule s'émeut, on se rue sur la voiture, la foule crie « Trahison, que l'infant ne parte pas !» Mort aux Français, un aide de camp de Murat surgit, il est en grand uniforme, et là, un cri retentit, tuez-le, tuez-le. L'homme est très vite entouré, il est assailli, il tire son épée, il se défend, un peloton de la garde tire dans la foule pour délivrer cet aide de camp de Murat, et ça, c'est le point de départ de la révolte. Les maisons se vident et remplissent les rues, la colère gagne un peu partout. Tout soldat de Napoléon qui aurait la mauvaise idée de passer comme ça isolé est battu à mort, égorgé. On pourchasse même les blessés français dans les hôpitaux. Les troupes reçoivent des tuiles, des pavés. On avertit Murat, bien entendu. Il est alerté de cette insurrection. Il dispose de 30 000 hommes, qui sont 30 000 hommes bien armés. Les grenadiers de la garde apportent sur l'esplanade l'artillerie nécessaire, en l'occurrence 2 canons, et on va tirer une première salve en l'air. On est sur la place du Palais Royal, vous imaginez, on tire comme ça, la foule ne bouge pas. Alors, on abaisse les canons et on tire carrément cette fois dans les rangs compacts. La mitraille va faire des trous béants. La foule se replie comme elle peut vers la Calle Mayor, qui est la principale artère, et vers les rues voisines. On s'arme de piques, de haches, de couteaux, de toutes les armes de fortune qui peuvent vous tomber sous la main. Et on voit arriver constamment des renforts, y compris des femmes, des enfants. Toujours ces cris « Mourir en combattant !» Jamais esclave, et mort aux Français, bien entendu. Murat, avec cette voix de stentor qui s'est fait connaître sur les champs de bataille, va ordonner que 4 colonnes s'avancent vers la Puerta del Sol et que soit brisée toute résistance. C'est là que l'insurrection est vraiment le plus violente. Les dragons, les hussards, les mamelouks, vous savez, les mamelouks sont ces mercenaires égyptiens aux uniformes non moins exotiques que ceux de Murat lui-même. Tout ce monde-là charge avec furie. Le peuple madrilène se défend comme il peut. On poignarde à coups de navaras les soldats dont les chevaux se cabrent, et toujours ce cri de mort. Les insurgés prennent place dans les caves, et à travers les soupiraux, ils tirent à bout portant sur les chevaux et sur les hommes de Murat. C'est une véritable boucherie. Les soldats français vont tuer tous les habitants des maisons d'où sont partis les coups de feu. Lorsqu'un mamelouk est abattu par une balle tirée d'un couvent, on va jusqu'à envahir le couvent, figurez-vous, et tous les moines seront massacrés. On est en Espagne, je me permets de vous rappeler. On coupe les têtes, on jette les têtes par les fenêtres. Bref, c'est une insurrection terrible qui paraît quand même tourner à l'avantage des Madrilènes, parce que les émeutiers ont pour eux le nombre. Ils s'emparent d'un parc d'artillerie, on met les canons en batterie, et il y a là de nouveaux renforts qui arrivent constamment. La population, évidemment, est comment pourrait-on dire, inépuisable. L'une des femmes qui se trouve là jette une pierre sur un cuirassier qui désarçonné tombe à terre. La femme l'achève par un coup de sabre, et l'on va voir les Français se replier. C'est quand même beaucoup ça pour un homme comme Murat, qui décide quand même que la plaisanterie a assez duré, qui va donner l'assaut. Les Français reprennent le dessus sur les insurgés, les officiers d'artillerie Vélard et Daouaz sont abattus, l'un est touché par une balle, l'autre est carrément transpercé à coups de baïonnette, et au début de l'après-midi, les combats continuent, certes un peu plus sporadiques, mais toujours aussi violents, sinon plus. Néanmoins, l'insurrection s'éteint. Les drapeaux blancs sont agités un peu partout, on ramasse les blessés et l'on compte les morts. La répression de Murat et des Français va pouvoir commencer. Murat nomme immédiatement une commission militaire pour juger les insurgés qui ont été pris les armes à la main. Quand je dis juger, c'est juger sommairement.
Désormais, tout Espagnol qui passe dans la rue est arrêté, fouillé, quoi qu'il ait sur lui un canif, des ciseaux, etc., c'est considéré comme une arme. Un barbier qui a un rasoir sur lui se trouve arrêté. Les personnes interpellées sont empoignées, elles sont rouées de coups de crosse, traînées devant cette espèce de commission militaire expéditive qui condamne à mort, à tour de bras. La nuit tombe, la peur s'est installée sur Madrid et dans le silence qui s'est maintenant répandu à travers ces rues encore sanguinolentes, on entend les salves de fusils des pelotons d'exécution. On est le 2, on est le 3, on est dans la nuit du 2 au 3. Ces deux dates qui vont rester tellement emblématiques dans l'histoire de l'Espagne. Europe 1, 14h, 15h, au cœur de l'histoire, les grands portraits. Franck Ferrand. Franck Ferrand qui revenait sur une date, le 2 mai 1808. 2 mai 1808, c'est l'insurrection héroïque et violente des Espagnols. C'est aussi une date importante pour le peintre Goya. Eh oui, ce peintre Goya, qui habite au 9 de la place de la Puerta del Sol, justement, qui a été un des théâtres de cette journée sanglante. Alors, Goya n'a pas été le témoin visuel des événements, mais il en a été le témoin, le contemporain, le témoin mental. Il a été profondément marqué. Il faut vous dire qu'à cette époque, Goya est sourd depuis déjà plusieurs années. Il est habitué des horreurs de la guerre, puisque vous savez que c'est lui qui a, depuis maintenant pas mal d'années, consacré une part de son énergie à dépeindre les fameux désastres de la guerre. Cette série de gravures qui dénoncent justement les représailles françaises, mais aussi la cruauté des Espagnols. Chez Goya, il n'y a pas vraiment de bon ou de mauvais, il n'y a que des monstres assoiffés de vengeance, avides de violence. Pensez à cette gravure qui s'appelle « Elles ne veulent pas », où Goya montre un soldat français qui s'apprête à violer une jeune Espagnole qui est là, qui se démène, qui se débat, et dans le dos du soldat approche une vieille femme qui brandit un couteau et qui s'apprête à le poignarder. Goya est parfaitement au fait de toutes ces violences et de toutes ces duretés. Et quelques mois seulement après le Dos et le 13 de Mayo, il va donner sa propre vision des événements. Alors, ce qu'il faut vous dire, c'est que très peu de temps après les événements de mai 1808, 6 mois après, Murat s'attendait à être nommé roi d'Espagne, évidemment par Napoléon Ier, mais pas du tout. Napoléon Ier envoie son frère aîné pour prendre le trône d'Espagne, Joseph Bonaparte. Un Joseph Bonaparte qui n'est pas d'une habileté folle et qui, évidemment, a fort à faire pour faire oublier l'extraordinaire violence par laquelle les Français ont imposé l'ordre à des Madrilènes exsangues. Et le roi Joseph ne parviendra jamais à se faire aimer des Espagnols. Vous savez, c'est le général O'Farrill, qui était lieutenant général de l'armée royale espagnole, qui dit que le 2 mai 1808, Napoléon a perdu l'Espagne pour toujours. C'est ça qui s'est passé. Alors, l'Espagne va panser ses plaies pendant un certain temps, et Goya va réaliser donc ces deux œuvres. L'une s'appelle le Dos de Mayo, et on voit la charge des Mamelouks, très grande toile, qui fait plus de 2 mètres, presque 3 mètres, 2 mètres 60 sur 3 mètres 40. Et on voit ces cavaliers qui chargent, les Mamelouks aux uniformes exotiques, qui sabrent avec furie à la Puerta del Sol, et le peuple madrilène qui n'a pour se battre que des poignards. On ne voit d'ailleurs que les chevaux, que la nuée des Mamelouks, si je puis dire, sur cette grande toile. Et puis arrive le deuxième volet du diptyque, d'une certaine manière. C'est le 3 mai, le 13 de Mayo. Ce sont les fusillés. On est encore dans les toutes premières heures de la journée. D'ailleurs, il fait nuit. C'est une toile en clair-obscur magnifique, puisque la couleur se concentre sur l'espèce de croix de Saint-André que forme la principale victime au cœur du groupe des fusillés. C'est une victime à la peau très brune. C'est un paysan espagnol qui étend ses bras
comme un martyr qui invective les bourreaux qui, dans la pénombre, tournant le dos aux spectateurs, sont en train d'armer et ne vont pas tarder évidemment à délivrer leur salve. Cet Espagnol, c'est le même que celui qui tente de poignarder un mamelouk dans le tableau du 2 mai. C'est-à-dire qu'on a un même personnage que l'on voit dans un premier temps se révolter et dans un deuxième finir en martyr. Vous imaginez ce magnifique diptyque dont nous allons parler dans un instant avec Serge Legat, bien entendu. En arrière-plan, on reconnaît le couvent de Jésus sur la montagne du Principe Pio, là où ont été emmenés un certain nombre d'émeutiers avant leur exécution. Dans sa biographie de Goya, qui s'appelle « Goya, l'énergie du néant » chez Fayard, voici ce qu'écrit Michel del Castillo. Ces 2 œuvres, dit-il, entonnent le requiem de la guerre, une guerre livrée par le peuple, payée par lui au prix fort. Il faudra attendre longtemps avant que ces 2 toiles gagnent le musée du Prado et deviennent l'un des symboles d'une lutte qui a duré 4 ans. La monarchie ne veut se souvenir que de la résistance légale, celle de l'armée. Ce dont Goya veut se souvenir, lui, c'est de la guerre totale, telle qu'il l'a vécue, ressentie et vue. Bonjour Serge Legat. Bonjour Franck. J'ai parlé d'histoire, avec vous dans un instant nous allons parler d'art. Au cœur de l'histoire, Les grands portraits sur Europe 1. Europe 1. au cœur de l'histoire, Les grands portraits. 14h, 15h, Franck Ferrand. Et cet après-midi, c'est le peintre Goya qui est à l'honneur sur Europe 1. Franck Ferrand, vous recevez Serge Legat, conférencier des musées nationaux et professeur à l'Institut d'études supérieures des arts. Alors Serge, il faut que nous revenions sur ce Dos de Mayo. On connaissait depuis très longtemps la peinture d'histoire. On peut dire de Goya qu'il invente la peinture d'actualité. Vous avez parlé d'une sorte de diptyque, Franck, et c'est très juste. Le premier tableau, le 2 mai, le Dos de Mayo, c'est encore l'histoire événementielle. On voit la charge des Mamelouks, on voit évidemment la thématique que vous avez développée, ce moment qui sera la cause de cette insurrection, la base même de l'insurrection espagnole. Ce qui est absolument extraordinaire dans le deuxième tableau, le 3 mai, c'est un tableau qui dépasse l'événementiel. On est dans une sorte de représentation intemporelle. Voilà. C'est une allégorie, et c'est la force du tableau. C'est un tableau qui restera éternellement le symbole d'un peuple martyrisé parce qu'il se bat pour sa liberté. Et c'est là où le tableau prend une véritable valeur d'icône. C'est ça, il y a là l'allégorie du révolté broyé par l'ordre, par la puissance. Et c'est la force de Goya. Alors, ce qui est aussi intéressant, c'est de voir la distanciation entre l'événement, puisque vous l'avez dit, tout cela se passe en 1808. En fait, Goya n'a peint ses tableaux qu'en 1814. Il y a donc des années d'écart, et je dirais qu'au fond, c'est quand même la force aussi de tout ce que fait le temps, qui permet une sorte de synthèse dans la vision. Goya va à l'essentiel. On laisse l'anecdotique de côté, et ces tableaux prennent ainsi cette puissance symbolique qui est la leur, surtout le 3 mai, qui devient un tableau qui sera une référence absolue. Guernica de Picasso est une reprise d'une certaine façon. Il y en a eu d'autres, beaucoup d'autres. Manet, d'abord, l'exécution de Maximilien. Là, carrément, Manet le pastiche dans l'exécution de Maximilien, tout à fait. Mais il le pastiche avec moins de force, me semble-t-il. C'est vrai que ce personnage tellement lumineux sur ce fond noir, avec sa culotte jaune, là, il a marqué les esprits, en fait. Les bras, ce que vous disiez, la croix de Saint-André, la chemise blanche, c'est au fond l'idée de l'homme qui s'expose au bal de l'ennemi et qui montre à quel point son sacrifice est un sacrifice au nom du peuple. Ce qui est aussi absolument merveilleux dans le tableau du 3 mai, c'est qu'autour de lui, toute la société espagnole est réunie. Ceux que l'on fusille, c'est évidemment les Espagnols de souche populaire, mais il y a également un moine tonsuré, c'est-à-dire qu'on voit que c'est toute l'Espagne qui est en fait une Espagne qui s'est battue pour sa liberté et qui d'ailleurs gagnera, puisqu'au fond, la répression n'empêchera pas que les Français seront chassés. Oui, Napoléon sera peu à peu chassé de partout. Bien sûr. Ce qui est fascinant aussi dans cette idée de faire de la peinture d'actualité, c'est qu'elle va essaimer dans le monde entier, à commencer par Paris. Bientôt, Géricault va nous faire un radeau de la Méduse, etc. On est dans cette idée-là, bien sûr. Et c'est ce en quoi Goya est vraiment un artiste pré-romantique. Lui qui est un peintre, on va en parler, mon cher Franck, mais c'est un artiste
artiste à l'évolution de carrière la plus étonnante qui soit. Et c'est vraiment quelqu'un qui, entre autres, est un homme qui annonce tout le romantisme noir. Justement, parlons-en de cette évolution de carrière. Ça commence de façon extrêmement gentille et léchée. Je me rappellerai toute ma vie. On voit ça bien sûr dans les collections du Prado, mais surtout au Palais d'Orient, au Palais Royal de Madrid. Il y a aussi des tapisseries oui. À San Lorenzo de l'Escorial. Quand on voit ces tapisseries qui sont très gentillettes, qui représentent des scènes de bals populaires, etc., un peu comme on a sur les porcelaines 18e, et qu'on vous dit ce sont des cartons de Goya, dans un premier temps vous dites non, ça ne doit pas être Goya. Si. Et c'est Goya. C'est Goya qui commence totalement dans la peinture rococo. On peut vraiment dire que la référence de Goya, c'est la peinture des Vénitiens, qui sont d'ailleurs venus en Espagne. C'est la famille des Tiepolo. Les Tiepolo ont été appelés en Espagne en 1762. Ils viennent pour décorer le Palais Royal de Madrid. La merveilleuse voûte de la salle du trône, entre autres, ou l'antichambre de la reine, sont décorées par les Tiepolo. Et Goya est totalement baigné. Voilà. C'est totalement son univers. Et quand il réalise ses premiers cartons de tapisserie, un des plus célèbres, c'est la fameuse ombrelle, qui est une image totalement douce d'un couple sous une ombrelle, avec des costumes colorés, avec une image qui est l'image d'un 18e siècle tel qu'on le conçoit dans la mouvance du rococo international. Presque une pastorale. C'est une pastorale revue un petit peu à l'espagnol, parce que les costumes sont quand même hispanisants. C'est la seule chose. Non seulement hispanisants, ils sont quasiment folkloriques même, on peut dire. Et ça sera toujours une chose. L'Espagne a une attention à ses costumes locaux. On va retrouver ça d'ailleurs dans les portraits de Goya. Les membres de l'aristocratie espagnole, entre autres les femmes, aimeront à se faire peindre en costumes qui sont des costumes typiquement espagnols. C'est aussi un moyen de s'opposer à la mode française. Néanmoins, derrière cet organisateur des réjouissances, derrière ce cartonnier de tapisserie, se cache, si je puis dire, un portraitiste. Et justement, l'aristocratie madrilène va bientôt aimer à se faire peindre par Goya. Goya sera l'un des portraitistes les plus exceptionnels qui soit. D'abord parce qu'il est capable de donner toutes les variétés possibles du pinceau. On peut passer de tableaux qui sont d'une subtilité dans les tons de gris, dans des tons, dans des demi-teintes, d'une extraordinaire élégance. Il peut être une férocité totale. Les portraits de la fameuse reine Marie-Louise sont quand même un jeu de massacre absolument étonnant. Quand même, hein, et ce qui est extraordinaire, c'est qu'elle les a tous acceptés. Comme quoi on ne se voit jamais. Mais ça, c'est aussi une chose. En Espagne, il y a une tradition de la vérité. Les cours européennes, les cours italiennes, la cour française, a l'habitude de l'idéalisation. En Espagne, on respecte au fond ce que Dieu a créé. Et donc, les portraits ont toujours été des portraits. Mais là, on arrive à une dimension absolument étonnante de vérité. Vous savez qu'avec mon complice Stéphane Bern, nous avons écrit il y a quelques années maintenant un ouvrage sur les portraits de cour. Et nous nous sommes posé la question justement de la très grande férocité des portraits royaux commandés à Goya par la famille royale, la famille de Bourbon. Ils sont tous plus massacrés les uns que les autres. Et d'ailleurs, quand on compare ces portraits à tous les autres portraits de Goya, il y a une férocité volontaire. On ne peut pas imaginer que la famille royale ait été à ce point simiesque par rapport aux autres. Bon, et c'est vrai que Goya était un républicain pur et dur, un républicain dans l'âme. Est-ce qu'il a voulu utiliser ces portraits royaux comme instrument politique ? En tout cas, peut-être à un 2e ou 3e degré, mais il y a aussi, sans aucun doute, une sorte de regard sur cette monarchie qui est une monarchie caricaturale. On est vraiment dans un monde, et ça sera d'ailleurs aussi la grande déception de Goya au moment de la Restauration et du retour de Ferdinand VII. Là aussi, Goya avait mis beaucoup d'espoir en Ferdinand VII, il sera totalement déçu. Et les portraits de Ferdinand VII sont aussi terribles que les portraits de Charles IV et de Marie-Louise. Alors évidemment, on ne connaîtrait peut-être pas Goya à ce point s'il n'avait fait de très célèbres, ou plutôt un très célèbre nu. Ô combien, et un nu problématique en Espagne, la fameuse Mara Desnuda, la Mara nue, alors qui est un tableau totalement lié à ce personnage dont vous avez parlé, Manuel Godoy, ce Premier ministre, puisqu'on est pratiquement certain maintenant que le modèle est une des nombreuses maîtresses de Godoy, qui s'appelait Pepita du Tudo, et c'est sans aucun doute elle qui a posé, mais ça, c'est un problème en Espagne. Le nu féminin est totalement prohibé par l'Inquisition. D'ailleurs, Goya aura des problèmes avec le tribunal de l'Inquisition quand ce tableau sera connu. Et ce qui est le plus extraordinaire, c'est que Goya peint la Mara nue. Mais il l'a fait dans la même pose
Et très Vêtu. peu de temps après, Oui, c'est ça. il l'a peint vêtu. Ouais. C'est-à-dire qu'il y avait, passez-moi l'expression, un cache-sexe, qui n'est pas seulement un cache-sexe, c'est un cache qui cache tout le tableau. Alors ça se Donc passait comment? là- C'est-à-dire qu'on posait l'un des deux tableaux sur Alors, l'autre? sans aucun doute, c'est-à-dire que les deux tableaux sont exactement du même format et on peut penser qu'une œuvre était là pour présenter le personnage et que pour les amateurs, le tableau était dévoilé. Soyons francs, c'est exactement ce que fera d'une certaine façon plus tard le psychanalyste Lacan quand il demandera au peintre maçon de peindre un paysage pour cacher l'origine du monde de Courbet. C'est-à-dire qu'il y avait l'origine du monde de Courbet, ce nu avec ce pubis très visible, et puis par-dessus un paysage qui reprenait les courbes du corps de la jeune femme dénudée et que l'on voyait. Et seul pour les amateurs, on enlevait le premier tableau pour dévoiler l'autre. Au tournant du siècle et à la faveur sans doute de ces guerres, de ces révoltes, de ces agitations qui secouent l'Espagne de l'époque, on va voir Goya prendre la pleine maîtrise d'un art qui s'affranchit de tous les canons auxquels il avait jusqu'ici souscrit. Ah, il s'affranchit de toutes les règles et on arrivera, à mon avis, à ce qui est peut-être un des éléments les plus extraordinaires de sa carrière, ce qu'on appelle les peintures noires. Les peintures noires, c'est des tableaux qu'il peint pour lui. Alors ça, c'est déjà très intéressant. Nous ne sommes plus dans une peinture de commande. Ce sont vraiment des tableaux qu'il peint pour une de ses maisons. Et donc, il vivait avec ces tableaux qui sont totalement visionnaires, Oui, oui. oniriques, terrifiants. On est dans un monde sombre absolu. de sombre absolu. Les peintures noires, tout est dans l'obscurité et les sujets sont terribles. C'est le monde des sorcières, c'est le monde de la dureté de la vie, c'est le monde de tout ce que représente la petitesse de la condition humaine. Et Goya peint ça avec une liberté de pinceau. Alors cette fois-ci, qui annonce l'expressionnisme. C'est quand même extraordinaire. Il va On très loin, part lui. du rococo. On arrive au romantisme, on arrive à l'expressionnisme, et on pourra même dire que dans certaines gravures, il annonce le surréalisme. C'est extraordinaire. C'est un homme qui est né au 18e, il meurt au 19e, et il annonce toute une partie du 20e Il siècle. préfigure l'art Ah, mais moderne. c'est ce en que fait, disait hein. André Malraux. C'est vraiment avec Goya que commence l'art moderne, et c'est peut-être une formule un petit peu trop réductrice, mais c'est très vrai. En tout cas, Goya a libéré toute la peinture et apporté une ouverture absolument étonnante à la modernité. Puisque je faisais tout à l'heure allusion à l'exposition actuelle du Petit Palais, n'oublions pas le graveur, bien sûr. Alors le graveur est absolument étonnant. Et là aussi, nous avons des gravures qui sont des thématiques espagnoles, par exemple la tauromachie. Et puis l'on arrive à ce que vous évoquiez, pour moi une des séries les plus extraordinaires, les désastres de la guerre, où nous avons des scènes qui sont à la limite du supportable. Entre autres, je pense à une gravure qui s'appelle que peut-on faire de plus? Et on voit tout simplement des soldats qui sont en train de tenir un homme par les jambes et qui coupent le corps par le milieu. C'est des scènes absolument insupportables. Et là où Goya est aussi très fort, c'est qu'il est un témoin de cette horreur et il met à égalité l'horreur des Espagnols qui se battent et l'horreur des Français qui les répriment. Il y a là aussi une vocation à l'intemporel. Il représente un monde terrible. Ça, c'est dans votre monde éthéré, Serge, mais on pourrait dire aussi que le très grand engagement de Goya auprès des Français et de la Révolution française l'amène à regarder les choses avec peut-être moins de partialité que d'autres Espagnols. C'est vrai aussi. D'ailleurs, Goya aura même des problèmes au moment du retour de la monarchie espagnole. Il y aura une sorte de tribunal d'épuration et Goya et son fils seront traduits devant le tribunal. Ils seront blanchis par la suite. Alors justement, qui se cache derrière l'œuvre? Quel est l'homme qui se cache derrière l'œuvre? Nous allons faire comme entre la Mara vêtue et la Mara dénudée. Nous allons lever le premier tableau pour apercevoir dans un instant le second. Au cœur de l'histoire, Les grands portraits sur Europe 1. but d'alcool. Écoutez bien, ce week-end, Europe 1 vous offre vos vacances. Vous jouez pour un séjour d'une semaine en demi-pension pour 2 adultes et 2 enfants entre Cannes et Saint-Tropez dans la résidence 4 étoiles Vacances Bleu Château de Camiol. Avec ses bastides au thon chaud, ses lavoirs et fontaines, ses oliviers et vieux chênes, tel un village, cette résidence vous invite à découvrir l'art de vivre provençal. Plus d'informations sur vacancesbleu.fr. Et pour tenter votre chance et peut-être gagner ce superbe séjour, envoyez le code cadeau par SMS au 7 39 21, 65 centimes plus du coût du SMS. Vous pouvez aussi appeler le 39 21, 50 centimes la minute. 3 messages pour jouer. Bonne chance. Europe 1. Au cœur de l'histoire, Les grands portraits sur Europe 1.
Le concerto de Aranjuez, composé par Rodrigo à l'instant sur Europe 1. C'est Francisco Goya qui est à l'honneur cet après-midi, précurseur de l'art moderne et peintre de grand talent. Alors Franck, après avoir découvert ces tableaux avec votre invité, Serge Legat, conférencier des musées nationaux et professeur à l'Institut d'études supérieures des arts, nous allons découvrir maintenant Francisco Goya, l'homme. L'homme, oui, qui était non seulement de grand talent, mais je crois qu'on peut même dire de génie. Allez, allons jusque-là pour parler de Goya, et dont on comprend peut-être mieux l'investissement initial dans les cartons de tapisserie, qu'il est lui-même issu d'une famille d'artisans d'art, il faut le dire, ça. Oui, tout à fait. Son père est maître d'horreur. Alors, maître d'horreur, évidemment, c'est la dorure. Ça, oui, c'est pas toujours... les horreurs. Mais voilà, bon. c'est évidemment une ambiguïté. Donc, le père de Goya est artiste, et Goya va bien sûr suivre les traces, qui sont les traces paternelles, s'orienter vers le domaine artistique. Il a une formation auprès d'un peintre qui est dans la mouvance du baroque, et José Lussan. Il travaille donc avec lui. Et puis, ce qui est assez intéressant, c'est que Goya, c'est un homme qui, dans sa jeunesse, profite de la vie. On lui connaît pas mal de conquêtes féminines. Il est assez bagarreur. Donc, c'est quelqu'un qui profite de la vie et qui va avoir plusieurs problèmes avec la fameuse Académie de San Fernando. L'Académie de San Fernando, c'est la grande académie de peinture espagnole qui se trouve à Madrid. Et Goya va échouer plusieurs fois par rapport au concours de cette académie. Et c'est d'ailleurs la raison, après un voyage en Italie, pour laquelle il sera tellement heureux d'accepter ces fameuses commandes de cartons de tapisserie. Puisqu'au fond, c'est un art un peu secondaire, mais c'est un moyen de travailler le domaine qui est le domaine artistique, et puis de travailler pour des commanditaires prestigieux, entre autres la monarchie espagnole. Donc les cartons de tapisserie faits pour la manufacture de Santa Barbara, c'est très très important pour lui. Et ce qui est quand même extraordinaire, c'est la fidélité de Goya. C'est-à-dire qu'il commence à travailler les cartons de tapisserie vers 1775, il les continuera jusqu'en 1792. Il a presque travaillé 20 ans pour une manufacture, même quand il est célèbre, il continue à donner des cartons de tapisserie. Alors ces cartons décoraient entre autres beaucoup le palais du Pardo. Le palais du Pardo, qui est à quelques kilomètres de Madrid. De nos jours, c'est l'endroit où sont reçus les chefs d'État en visite officielle en Espagne. Et c'était surtout pour le palais du Pardo, puisque c'était le lieu de résidence du prince des Asturies. L'héritier du trône se trouvait dans ce palais. Et la plupart des tapisseries sont réalisées pour le Pardo. Il va faire comme presque tous les grands artistes, son petit pèlerinage en Italie quand même, évidemment. Indispensable. Il part en Italie, il est en Italie dans les années 1770-1771, et le séjour italien, c'est très très important pour lui, puisque bien évidemment, il va être au contact de tout ce que la peinture et tout ce que l'art connaît de plus important. C'est également en Italie qu'il découvre un petit peu les balbutiements du néoclassicisme. Ce ne sera pas du tout un art qui aura une grande influence pour lui, mais c'est quand même en Italie qu'il découvre aussi cet univers néoclassique qu'il retrouvera d'ailleurs en Espagne, puisque le peintre Anton Raphael Mengs, qui est un peintre d'origine allemande, s'est installé à Madrid et travaille pour la cour. Est-ce que c'est facile pour lui à cette époque ? Comment se passe sa carrière ? Alors, le début de carrière est donc un peu difficile puisqu'il échoue par rapport à cette académie de San Fernando. Il aura une chance. Il va rencontrer le peintre qui est le peintre Francesco Bayeux. Alors, Bayeux qui va devenir son beau-frère, puisque Goya épousera la sœur de Bayeux, Josefa Bayeux. Ça, c'est toujours les liens de famille d'artistes qui se créent. Alors, Francesco Bayeux, c'est un peintre qui, au niveau tempérament, est totalement différent de Goya. C'est un peintre très dévot, c'est un homme très élégant, plutôt austère. Goya, au contraire, est un homme, je l'ai dit, très très dans la vie. Et les deux hommes vont pourtant beaucoup se respecter. On a un merveilleux portrait de Bayeux par celui qui sera son beau-frère, Goya, qui montre une élégance là tout à fait extraordinaire. C'est un de ces tableaux dans les tons de gris dont je parlais précédemment. Il a eu des enfants avec son épouse. Ah oui, ils auront, alors là ça va être un grand Bayeux. drame, ils auront 6 enfants. Tous les enfants meurent en bas âge, hormis un seul. Goya n'aura qu'un fils qui atteindra l'âge d'adulte, c'est Javier. Et Javier sera le seul des enfants du couple qui atteindra l'âge d'adulte. Tous les autres sont morts en bas âge. Mais lui-même est très malade, il faut le dire. Je parlais de sa surdité tout à l'heure. Bien sûr, il est sourd dès 1793. Quand on sait qu'il meurt en 1828, toute une partie de sa vie est évidemment une partie dans ce monde qui est ce monde de la surdité, une sorte d'autisme qui se crée d'une certaine façon par ce handicap. Je pense que lorsqu'on sait que Goya était sourd, on ne regarde plus tout à fait ses toiles du même œil en fait. Alors,
Je le pense aussi. Je pense qu'à un moment, on a aussi beaucoup exagéré le phénomène. Entre autres, on a voulu voir une fin de carrière qui serait celle d'un homme totalement coupé des réalités, complètement coupé du monde. Ça, je crois que c'est une exagération qu'on a beaucoup faite à un moment. Goya est un homme qui restera toujours en contact avec la vie jusque dans ses dernières années. D'abord, il s'intéresse à la politique jusqu'à la fin de sa vie. Il a des contacts avec les femmes jusqu'à la fin de sa vie, puisqu'à la mort de son épouse, Josepha Bayeux, devenue son épouse, quand elle meurt en 1812, il aura une maîtresse, Leocada Vieiss, qui viendra d'ailleurs avec lui lorsqu'il s'installera à la fin de sa vie en France. Et donc Goya est un homme qui reste en contact avec la vie. Mais c'est vrai que la surdité, d'une certaine façon, crée cette cassure par rapport au contact avec les autres. Il habitait la maison du sourd. Alors ça, c'est très amusant. Étonnant, ça. La Quinta del Sordo, c'est la maison que Goya achète, où d'ailleurs il va vivre avec cette maîtresse qui est Leocadia qui est mariée. Ça aussi en Espagne, c'est problématique. Donc il vit avec elle, mais ce sont des amours cachés. Et alors la maison s'appelle la maison du sourd, pas du tout à cause de Goya. C'est une maison qu'on appelait déjà la maison du sourd. Et ce qui est amusant, c'est que Goya, qui est lui-même sourd, achète cette maison. J'ai dit tout à l'heure que Goya était un adepte de la République. Vous n'êtes pas tout à fait d'accord. Je suis pas totalement d'accord. Je pense que Goya serait, si on devait prendre une image, à mon avis, Goya est un homme qui est très très favorable à l'évolution de l'Espagne vers une monarchie constitutionnelle à l'anglaise. La grande idée de Goya, ça serait au fond la référence anglaise, montrer un petit peu à quel point on pourrait avoir une monarchie, mais une monarchie ouverte, une monarchie libérale. Et d'ailleurs, c'est ce que Ferdinand VII avait annoncé. Il avait annoncé qu'il allait donner une constitution à l'Espagne, ce qu'il ne fera pas. Et ça sera d'ailleurs une des grandes désillusions de Goya à la fin de sa vie, de voir que la monarchie reste une monarchie totalement absolutiste, dirigée par Ferdinand VII. On peut dire que toute la fin de sa vie est complètement déterminé par ses problèmes politiques quand même. Il n'est pas du tout content de voir Ferdinand VII remonter sur le trône. Il va devoir s'exiler du reste. Et il va partir. Alors c'est tout à fait amusant parce qu'il est peintre de cour. Quand vous êtes peintre de cour, vous n'avez pas le droit de partir comme vous voulez. Donc il demande une autorisation, soi-disant pour aller prendre les eaux à Plombières, puisqu'il est très malade. On lui donne l'autorisation. Donc en France. Et en fait, il part pour la France, mais il va rester en France puisqu'il meurt à Bordeaux. C'est à Bordeaux qu'il terminera sa vie, et avec une volonté qui est celle de se couper de cette Espagne avec laquelle il ne se sent plus du tout beaucoup d'attache. Et si je peux me permettre, il y a un tableau que je trouve, pour moi, c'est un des plus beaux tableaux de Goya. Il est au Louvre. C'est l'extraordinaire portrait de la marquise de la Solana. Et la marquise de la Solana fait partie de cette aristocratie espagnole, grande aristocratie espagnole, mais en même temps une aristocratie très intellectuelle, très ouverte aux idées nouvelles. Ça, c'est à mon avis le véritable univers qui était celui de Goya. Alors, son corps est hors d'Espagne. Il ne reviendra que beaucoup plus tard. Absolument, tout à fait, puisqu'il meurt en terre étrangère, et donc le corps de Goya ne sera rapatrié que beaucoup plus tard. Et voilà ce que raconte Michel del Castillo dans ce beau livre Goya, l'énergie du néant. Je le cite: les années passent, la guerre civile flambe en Espagne, les rois se succèdent, on parle de rapatrier Goya, ce sera fait sous le règne d'Alphonse XII. Quand on ouvre la stèle pour rassembler les ossements du peintre, la surprise laisse les spectateurs ébahis. Ces restes se mêlent à ceux de Goycoechea, les deux cercueils ayant été éventrés. Il manque le crâne de Goya. On suppose qu'il a été volé, on rassemble les os, on les place dans un cercueil qu'on entrepose, mais le roi se meurt, on remet donc le cercueil en place. Enfin, sous Alphonse XIII, le cercueil peut rentrer à Madrid. Son voyage n'est pas pour autant terminé. Déposé dans la cathédrale de San Isidro, on projette de lui dresser un beau monument. Le temps passe encore et c'est dans l'église de San Antonio de la Florida, sous les anges qu'il a peint lui-même, qui ressemblent à des filles repenties, que Goya repose. Ses os toujours mêlés à ceux de son comparse. C'est également une sorte d'aventure ultime de cet homme qui a vraiment eu toutes les audaces. Quand vous parliez de génie, je crois qu'on peut vraiment utiliser ce terme. C'est un des plus grands graveurs de tous les temps. C'est un des peintres les plus étonnants, encore une fois, par rapport à l'évolution stylistique qui fut la sienne. C'est un homme qui a renouvelé la peinture d'histoire et qui a apporté une notion totalement moderne à ce traitement d'un sujet
très 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 traditionnel, pour ne pas dire traditionnaliste. C'est ça aussi la force de Goya. Et puis c'est une liberté technique, parce qu'il libère les thèmes, mais il libère aussi la manière de peindre. Et on pourrait rajouter Presque encore une chose. Il libère l'œil. Mais pratiquement par ces touches juxtaposées qu'il pose rapidement, il annonce aussi l'impressionnisme. Encore une ouverture. Et Goya disait une très jolie chose. De toute façon, quand on lui demandait son programme artistique, il disait toujours que ses références étaient Velázquez, Rembrandt et la nature. Velázquez, Rembrandt et la nature. Dans cet ordre ? Dans l'ordre. Il aurait pu choisir plus mal. Oui, c'est vrai. On a de plus mauvais inspirateurs. Merci Serge Legas. Merci, comme toujours, vous avez été lumineux. Merci beaucoup. Au cœur de l'histoire, Les grands portraits sur Europe 1. Et dans un instant, Franck, vous répondrez à la question de Justine qui voudrait connaître l'origine des actions et obligations. Andy Warhol, le surnommé prince de la nuit et des angoisses, Lou Reed sur Europe 1 avec le légendaire Walk on the Wild Side. Europe 1, au cœur de l'histoire. Retour aux origines.
Et aujourd'hui, Franck, c'est une question qui nous a été posée sur le site d'Europe1.fr, signée Justine. Elle vous demande, sans que ce soit trop technique, s'il vous plaît, Franck, l'origine des actions et obligations. On peut commencer par une petite anecdote, comme ça on ne sera pas trop technique. C'est que la société des moulins de Bazacle, on est au XIIe siècle, figurez-vous, c'est la toute première société par action en France. Ça reste un exemple totalement inédit, puisque on a cet exemple-là, mais je serais bien en peine de vous en citer d'autres au Moyen-Âge. Il faudra attendre l'essor des banques au XVIIe siècle pour qu'apparaissent officiellement des actions et obligations modernes. En 1609, c'est la création de la première banque européenne à Amsterdam, qui est la capitale d'un nouveau pays pour l'époque, qu'on appelle les Provinces-Unies. Donc 1609, l'émission d'actions restera marginale jusqu'à la première révolution industrielle, il faut bien le dire, mais c'est aussi, il faut le dire, ce système par action et pour l'État par obligation qui va permettre de développer notamment le chemin de fer, etc. Tout le grand développement industriel vient de là. Le capitalisme lancera définitivement les actions-obligations dans les bourses des grandes capitales dans les années 1850-60. C'est devenu très répandu. Je vous renvoie à Zola, tout simplement. Alors, si l'on veut savoir d'où ça vient tout à fait à l'origine, les toutes premières sociétés par action, il faut aller les chercher au IIe siècle avant notre ère. Ce sont les grands fonctionnaires de l'époque romaine, les publicains, qui ont eu l'idée de diviser un certain nombre d'entreprises de l'État en partes. Ces partes assuraient un revenu annuel en fonction des bénéfices de l'entreprise. Voilà, on peut dire que l'action, ou plus exactement en l'occurrence l'obligation, est née. Si Rome avait besoin de lever rapidement des fonds, des particules pouvaient être émis. Il s'agissait de titres qui octroyaient un revenu fixe. Là, si le revenu est fixe et l'échéance l'est aussi, on est dans l'obligation. C'était pas trop technique, j'espère. Nous nous retrouvons demain. Et oui, demain, Franck, dès 14h pour votre passionnante émission Au cœur de l'histoire sur Europe 1. Et dans quelques minutes, c'est Raphaël Antoven qu'on va retrouver pour son émission Qui vive sur le thème de Star Wars.